Le silence s'était installé dans la chambre de Charlotte comme une matière épaisse, presque palpable. Un silence qui n'avait rien de reposant, rien de doux. Il pesait sur sa poitrine, s'insinuait dans sa respiration, transformait chaque inspiration en effort. Allongée sur son lit, les yeux ouverts fixant le plafond, elle ne dormait pas. Elle ne dormait plus vraiment depuis longtemps. Les images revenaient sans prévenir, sans logique apparente, comme des éclats de verre plantés dans sa mémoire. Les murs semblaient se rapprocher, et parfois elle avait l'impression que l'air lui manquait, comme si l'appartement entier conspirait à lui rappeler ce qu'elle tentait désespérément d'oublier. Les souvenirs n'étaient jamais flous. Ils ne se dissolvaient pas avec le temps, bien au contraire. Chaque détail revenait avec une précision cruelle, une voix, une odeur, un geste trop rapide, un regard qui se voulait rassurant mais qui, en réalité, enfermait. Charlotte ferma les yeux, tenta de se concentrer sur autre chose. Sur le bruit lointain de la rue, sur le passage régulier d'une voiture, sur le tic-tac discret de son réveil. Mais même ces sons anodins semblaient se transformer en menaces sourdes, en rappels involontaires d'un passé qui refusait de rester à sa place. Au petit matin, elle se leva sans vraiment savoir comment elle avait trouvé la force de poser les pieds par terre. Ses gestes étaient mécaniques, se lever, s'habiller, attraper son sac. Devant le miroir, elle croisa son propre regard et eut un mouvement de recul. Ce visage lui semblait étranger, trop pâle, marqué par des cernes qu'aucune nuit de sommeil n'avait su effacer. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir plus longtemps cette image qui lui renvoyait une fragilité qu'elle s'acharnait à dissimuler. Dans la cuisine, la maison semblait calme, presque paisible. Cette tranquillité apparente avait quelque chose d'irréel. Ses parents parlaient de leur week-end à venir, de détails sans importance, comme si le monde suivait son cours normal. Charlotte les écoutait à peine. Chaque mot glissait sur elle sans la toucher vraiment. Elle hocha la tête au bon moment, répondit quand il le fallait, jouant son rôle avec une application presque parfaite. Personne ne remarqua la tension dans ses épaules, ni la façon dont ses doigts se crispaient autour de sa tasse. Personne ne vit la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Sur le chemin du lycée, elle marchait d'un pas rapide, comme si avancer plus vite pouvait l'aider à échapper à ses pensées. Les rues lui semblaient trop vastes, trop exposées. Chaque visage croisé devenait une source potentielle d'angoisse. Elle baissait la tête, évitait les regards, se fondait dans la foule avec l'espoir naïf de disparaître. Pourtant, même au milieu des autres, elle se sentait terriblement seule, enfermée dans une bulle de peur et de honte qu'elle n'osait briser. En classe, le bruit habituel des discussions et des chaises déplacées lui parvint comme à travers un filtre. Les voix semblaient lointaines, étouffées. Elle s'assit à sa place, sortit ses affaires, tenta de se concentrer sur le cours. Mais les mots de la professeure glissaient sur le tableau sans jamais vraiment atteindre son esprit. Les lignes se brouillaient, les phrases se mélangeaient. Plus elle essayait de suivre, plus la pression montait dans sa tête, jusqu'à devenir insupportable. Son cœur se mit à battre plus vite. Une chaleur soudaine envahit son corps, suivie d'un vertige brutal. Charlotte porta une main à sa poitrine, inspira profondément, tenta de se calmer. Elle se répéta que ça allait passer, comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose était différent. La pièce sembla vaciller, les contours des visages se déformaient. Une sueur froide perla sur son front. Elle leva timidement la main, la voix tremblante lorsqu'elle demanda la permission d'aller à l'infirmerie. La professeure la regarda avec inquiétude et acquiesça aussitôt. Salomé se leva pour l'accompagner, jetant à Charlotte un regard plein de sollicitude. En traversant le couloir, Charlotte sentait ses jambes faiblir. Chaque pas était un effort, chaque seconde un combat pour rester consciente. Salomé lui parlait doucement, lui posait des questions auxquelles elle répondait vaguement, évitant soigneusement de croiser son regard. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne voulait pas parler. Mettre des mots sur ce qu'elle vivait lui semblait encore plus effrayant que le silence. À l'infirmerie, elle s'allongea sur le lit, les yeux fermés, tentant de reprendre le contrôle de sa respiration. Lorsqu'on lui demanda ce qui n'allait pas, elle murmura qu'elle n'avait pas bien mangé, que ce n'était rien. Un mensonge simple, presque banal, suffisamment crédible pour clore la discussion. Personne n'insista, et au fond d'elle, une part de Charlotte fut soulagée de ne pas avoir à aller plus loin. Pourtant, en salle des profs, l'inquiétude persistait. La professeure ne parvenait pas à se débarrasser de l'impression que quelque chose clochait. Elle parla du malaise de Charlotte, de son air absent, de cette fragilité nouvelle qu'elle percevait depuis quelque temps. Les mots furent prononcés avec prudence, sans accusation, mais ils résonnaient comme un avertissement discret. Un signal faible, encore trop flou pour provoquer une réaction immédiate. Pendant ce temps, Charlotte rentrait chez elle, le pas traînant, l'esprit embrumé. Elle aurait voulu se réfugier dans sa chambre,
fermer la porte et se couper du monde. Mais sur le chemin, une silhouette familière apparut. Sacha. Il était là, comme s'il l'attendait, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. Son cœur se serra instantanément. Elle sentit ses muscles se tendre, son souffle se bloquer dans sa gorge. Il l'aborda avec un sourire qui se voulait léger, presque amical. Il lui demanda pourquoi elle ne répondait pas à ses messages, sur un ton qui oscillait entre reproche et fausse inquiétude. Charlotte baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Elle balbutia quelques mots sans importance, cherchant désespérément une excuse pour partir. Mais il continua, proposa une petite balade, comme si de rien n'était. Comme si le passé n'existait pas. À cet instant précis, Charlotte savait qu'elle aurait dû refuser. Elle sentait au fond d'elle que chaque seconde passée en sa compagnie la rapprochait d'un gouffre qu'elle redoutait. Mais les mots refusèrent de sortir. Dire non lui semblait impossible, presque inconcevable. Une force invisible la retenait, la paralysait. Elle acquiesça, le cœur lourd, consciente qu'elle se trahissait elle-même. La promenade fut courte, silencieuse. Chaque pas résonnait dans sa tête comme une alarme. Sacha parlait, racontait des banalités, riait même par moments. Elle l'écoutait à peine, concentrée sur ses propres sensations, sur cette angoisse qui montait en elle comme une vague prête à la submerger. Lorsqu'il proposa de la raccompagner chez lui, elle n'eut même plus la force de protester. Elle se laissa guider, docile, écrasée par une fatigue morale immense. Dans l'appartement, les souvenirs revinrent de plein fouet. Les murs, l'odeur, la lumière, tout semblait figé dans le temps. Charlotte sentit ses jambes trembler. Elle avait envie de fuir, de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle se contenta de rester là, immobile, prisonnière d'une peur muette qui la consumait de l'intérieur. Pendant ce temps-là, ailleurs, les tensions s'accumulaient. Janet, lasse d'une situation qu'elle jugeait absurde, appelait son mari pour poser un ultimatum. Sa voix était ferme, déterminée. Elle avait réfléchi longuement, et elle ne comptait plus reculer. Pour elle, la seule manière de sauver leur couple passait par un geste clair, louer le local commercial à Alix. Elle n'acceptait plus les demi-mesures, ni les justifications sans fin. De son côté, Baker refusait catégoriquement. Pour lui, Alix n'était pas fiable, et il n'était pas prêt à renoncer à ses projets personnels. Derrière son refus se cachait aussi une fierté blessée, un attachement obstiné à un rêve qu'il n'était pas prêt à abandonner. Le dialogue tournait en rond, chacun campant sur ses positions, laissant entrevoir une fracture de plus en plus profonde. Ignorant tout de ces conflits d'adultes, Charlotte restait enfermée dans son propre enfer. Assise sur le canapé, elle regardait le vide, le regard perdu, incapable de se projeter au-delà de l'instant présent. Elle se demandait combien de temps encore elle pourrait supporter ce poids, combien de temps elle parviendrait à maintenir ce silence qui la protégeait autant qu'il la détruisait. Le cauchemar continuait, lentement, insidieusement. Et personne, pour l'instant, ne voyait vraiment ce qui se jouait sous leurs yeux. Lorsque Charlotte quitta enfin l'appartement, le ciel avait déjà commencé à décliner, teinté de nuances grises et violacées qui donnaient à la ville un air presque irréel. Elle marcha longtemps sans vraiment savoir où elle allait, laissant ses pas la guider mécaniquement. Chaque mètre parcouru semblait l'éloigner de l'étouffement de cet endroit, sans pour autant la libérer du poids qu'elle portait en elle. Son esprit était comme engourdi, saturé d'images qu'elle n'arrivait plus à repousser. Elle se sentait vidée, à la fois épuisée et en alerte, comme si le danger pouvait surgir à tout instant. Arrivée chez elle, la maison était silencieuse. Cette tranquillité aurait dû la rassurer, mais elle la rendait au contraire plus vulnérable. Sans bruit, elle monta dans sa chambre, ferma la porte et s'adossa contre le mur. Son souffle était court, saccadé. Elle glissa lentement jusqu'au sol, les genoux ramenés contre sa poitrine, cherchant une position qui pourrait la protéger. Les larmes montèrent sans prévenir, mais elle les essuya aussitôt, comme si pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle avait appris à se contenir, à enfouir ses émotions sous une couche de silence soigneusement entretenue. Dans son esprit, les paroles de Sacha résonnaient encore, mêlées à son sourire faussement détendu, à cette manière qu'il avait de banaliser chaque rencontre, chaque geste. Tout semblait normal, presque anodin, vu de l'extérieur. C'était précisément ce qui rendait la situation si terrible. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se jouait derrière cette façade. Et Charlotte, elle-même, se surprenait parfois à douter de sa propre perception, à se demander si elle n'exagérait pas, si sa peur était réellement justifiée. Le lendemain matin, le lycée l'attendait de nouveau, implacable. Charlotte s'y rendit avec une boule au ventre, consciente que chaque journée ressemblait désormais à une épreuve à surmonter. En entrant dans la cour, elle sentit immédiatement les regards,
les rires, les conversations qui continuaient comme si rien n'avait changé. Ce contraste la frappa de plein fouet. Le monde avançait, indifférent, pendant qu'elle luttait pour ne pas s'effondrer. Elle se sentit étrangère à cette normalité bruyante, comme si elle n'en faisait plus vraiment partie. En classe, elle s'assit au fond, tentant de se rendre invisible. Son attention était constamment happée par le moindre bruit, le moindre mouvement. Elle sursautait au claquement d'une porte, au rire trop fort d'un camarade. Cette hypervigilance la fatiguait, la rendait encore plus fragile. Elle notait machinalement quelques mots sur son cahier, sans réellement comprendre ce qu'elle écrivait. Chaque phrase restait inachevée, à l'image de ses pensées, toujours interrompue par une angoisse diffuse. Ève, attentive, observait discrètement Charlotte. Depuis le malaise, quelque chose l'inquiétait davantage. Elle remarquait cette façon qu'avait la jeune fille de se refermer, d'éviter le contact, de fuir les regards. Rien de spectaculaire, rien qui puisse alerter immédiatement, mais suffisamment de petits signes pour éveiller un doute persistant. Elle hésitait, ne sachant pas encore comment intervenir, consciente que forcer la parole pouvait parfois faire plus de mal que de bien. Dans les couloirs, Salomé tenta de reprendre contact avec Charlotte, de lui proposer de déjeuner ensemble, de lui parler de choses légères. Charlotte sourit faiblement, répondit par des phrases courtes, toujours sur la défensive. Elle se sentait coupable de ce silence, coupable de repousser ceux qui cherchaient à l'aider, même maladroitement. Mais parler signifiait affronter une réalité qu'elle redoutait par-dessus tout. Alors elle préférait esquiver, se réfugier derrière des excuses banales, convaincue que c'était la seule manière de tenir. Pendant ce temps, Sohan préparait son départ en week-end, l'esprit tranquille. Il parlait à Charlotte de manière ordinaire, lui demandant si tout allait bien, s'il n'y avait rien d'important à signaler. Elle répondit par l'affirmative, avec ce ton calme qu'elle avait appris à adopter. Sohan, rassuré par cette apparente normalité, ne chercha pas plus loin. Il ne vit pas la tension dans sa posture, ni la fatigue extrême qui marquait son visage. Comme beaucoup, il se fiait aux apparences, sans imaginer l'ampleur du malaise. À la sortie des cours, Charlotte hésita longuement avant de quitter l'établissement. Chaque pas vers l'extérieur lui semblait risqué. Elle scrutait les alentours, redoutant de croiser une silhouette qu'elle connaissait trop bien. Et pourtant, lorsqu'elle aperçut Sacha, une partie d'elle n'éprouva même plus de surprise. C'était comme une fatalité, une répétition inévitable. Il s'approcha, sûr de lui, comme s'il avait toujours fait partie de sa vie quotidienne. Il parla avec naturel, évoquant des détails insignifiants, tentant de recréer une forme de proximité. Charlotte l'écoutait à peine, son esprit en alerte maximale. Elle sentait son cœur battre trop vite, ses mains devenir moites. Elle aurait voulu partir, mais quelque chose la retenait, une peur mêlée à une étrange résignation. Elle se disait que refuser pourrait aggraver la situation, qu'accepter était peut-être le moyen le moins dangereux de s'en sortir. Cette logique bancale, née de l'emprise, la piégeait un peu plus à chaque rencontre. Ailleurs, Janet poursuivait son combat, déterminée à ne pas céder. Elle se confia à Alain, laissant éclater sa colère et sa lassitude. Elle avait le sentiment que Baker s'acharnait injustement sur Alix, refusant de reconnaître ses torts. Cette obstination lui semblait révélatrice d'un problème plus profond, d'une incapacité à remettre en question ses propres choix. Janet ne voulait plus se taire, ni accepter des compromis qui n'en étaient pas vraiment. Elle était prête à aller jusqu'au bout, même si cela signifiait risquer l'équilibre de son couple. Baker, de son côté, ruminait. Il se sentait acculé, incompris. Pour lui, céder serait synonyme d'échec, de renoncement à ce qu'il considérait comme un projet de vie. Il peinait à voir que son refus n'était pas seulement une question de local, mais un symbole, un point de rupture dans sa relation avec Janet. Pris dans ses certitudes, il avançait à l'aveugle, sans mesurer les conséquences de son entêtement. Dans la galerie, Alix continuait de faire ses cartons, le moral en dents de scie. Chaque obstacle rencontré pour trouver un local renforçait son sentiment d'injustice. Elle se sentait freinée par son passé, par une réputation qui la précédait et lui fermait des portes avant même qu'elle puisse se défendre. L'intervention de Chaligny, curieux et intrusif, n'avait fait qu'accentuer sa méfiance. Avec Ulysse, elle le mit rapidement dehors, refusant qu'un nouveau problème s'ajoute à ceux qu'elle traînait déjà. Ludo, toujours prêt à aider, tenta d'alléger l'atmosphère par sa présence. Il proposa des solutions, parfois maladroites, parfois sincères. Sa suggestion d'installer la boutique dans une grange était née d'une réelle volonté d'aider, mais Alix la refusa sans hésiter. Elle aspirait à autre chose, à un projet à la hauteur de ses ambitions, loin de ce qu'elle considérait comme un compromis indigne de son travail.
Au milieu de ces tensions croisées, Charlotte poursuivait sa descente silencieuse. Chaque jour la rapprochait un peu plus d'un point de rupture qu'elle sentait venir sans pouvoir l'éviter. Elle se demandait combien de temps encore elle pourrait tenir, combien de temps ce silence la protégerait avant de se retourner contre elle. Le danger était là, visible pour qui savait regarder, mais personne, pour l'instant, ne semblait prêt à ouvrir les yeux. Les jours suivants s'enchaînèrent avec une lenteur oppressante, comme si le temps lui-même s'était mis à conspirer contre Charlotte. Chaque matin, elle se réveillait avec cette sensation familière de fatigue extrême, un épuisement qui ne venait pas seulement du manque de sommeil, mais d'une vigilance permanente qui ne la quittait plus. Elle se levait pourtant, par habitude plus que par volonté, et répétait les mêmes gestes, mécaniques, presque déconnectés de toute émotion réelle. Se préparer, sortir, avancer. Toujours avancer, même quand tout en elle criait l'envie de s'arrêter. Au lycée, son isolement devenait de plus en plus visible, même si personne n'y mettait encore de mots précis. Elle parlait moins, riait rarement, et son regard semblait constamment ailleurs, comme absorbé par un monde intérieur inaccessible. Certains camarades mettaient ce changement sur le compte de la fatigue ou d'un simple passage à vide. D'autres ne le remarquaient même pas, trop occupés par leurs propres préoccupations. Charlotte, elle, observait tout avec une lucidité douloureuse, consciente d'être devenue une silhouette effacée au milieu des autres. En cours, Eve continuait de la surveiller du coin de l'œil. Elle notait les absences de Charlotte, ses retards, cette difficulté croissante à se concentrer. Elle se souvenait du malaise, de cette scène qui l'avait profondément marquée, et ne parvenait pas à chasser l'intuition persistante qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident isolé. Pourtant, chaque tentative d'approche restait délicate. Charlotte répondait toujours poliment, avec des phrases brèves, rassurantes en apparence. Rien de suffisamment concret pour justifier une alerte formelle. Juste ce malaise diffus, cette inquiétude sourde qui s'installait lentement. Salomé, de son côté, oscillait entre la volonté d'aider et la peur de s'immiscer là où elle n'était peut-être pas la bienvenue. Elle proposait parfois de travailler ensemble, de se retrouver après les cours, mais Charlotte trouvait toujours une excuse pour décliner. Ces refus répétés finirent par créer une distance involontaire. Salomé se demanda si elle n'insistait pas trop, si elle ne risquait pas de braquer Charlotte davantage. Alors elle se tut, à son tour, sans se rendre compte que ce silence venait renforcer celui, bien plus lourd, que Charlotte portait déjà en elle. À la maison, Sohan parlait de son week-end à venir avec une légèreté presque insouciante. Il évoquait des projets simples, des moments de détente, persuadé que cette parenthèse ferait du bien à tout le monde. Charlotte l'écoutait en silence, le cœur serré. Une part d'elle aurait voulu lui dire de rester, de ne pas partir, sans même savoir pourquoi. Mais elle n'en fit rien. Elle se contenta d'acquiescer, jouant encore une fois le rôle de la fille rassurante, celle qui va bien, celle qui n'a besoin de rien. Le départ de Sohan accentua encore ce sentiment d'abandon qu'elle n'osait pas nommer. La maison semblait plus grande, plus froide, comme si l'absence avait laissé derrière elle un vide impossible à combler. Charlotte passait de plus en plus de temps enfermée dans sa chambre, coupée du reste du monde. Elle se réfugiait dans des activités sans importance, scrolling sans fin sur son téléphone, musique en fond, juste assez forte pour couvrir le bruit de ses pensées. C'est dans ce contexte que les messages de Sacha reprirent, plus réguliers, plus insistants. Des phrases anodines, des questions apparemment bienveillantes, mais qui, mises bout à bout, dessinaient une toile invisible. Charlotte lisait ces messages sans toujours y répondre, le cœur battant à chaque notification. Elle se sentait coupable de son silence, coupable de ne pas répondre, comme si elle lui devait quelque chose. Cette culpabilité, savamment entretenue, la rongeait un peu plus chaque jour. Lorsqu'elle le croisait, par hasard ou presque, Sacha se montrait toujours calme, presque attentionné. Il parlait doucement, s'intéressait à ses cours, à son état de fatigue. Il ne forçait rien en apparence, laissant croire qu'elle avait toujours le choix. Mais Charlotte sentait bien que ce choix était illusoire. Chaque interaction la laissait un peu plus vidée, un peu plus confuse. Elle se surprenait à anticiper ses réactions, à adapter son comportement pour éviter toute tension. Sans s'en rendre compte, elle se modelait autour de lui. Pendant ce temps, ailleurs, les tensions continuaient de monter. Janet, toujours déterminée, observait l'entêtement de Baker avec un mélange de colère et de tristesse. Elle avait l'impression de se battre contre un mur, de parler à quelqu'un qui refusait obstinément d'entendre ce qu'elle tentait de lui dire. Son ultimatum n'était pas un caprice, mais un appel désespéré à une prise de conscience. Elle voulait qu'il comprenne, qu'il reconnaisse enfin ses erreurs, mais Baker semblait s'enfermer dans ses certitudes. Alain, témoin de cette situation, tentait de tempérer, de comprendre les deux points de vue. Il écoutait Janet, percevait sa détresse,
et voyait aussi Baker s'enfoncer dans une posture défensive. Personne ne semblait réellement prêt à faire un pas vers l'autre. Chacun campait sur ses positions, persuadé d'avoir raison, sans mesurer l'impact émotionnel de cette guerre silencieuse. À la galerie, Alix avançait malgré tout, portée par une énergie mêlée d'obstination et de colère. Elle refusait de renoncer à son projet, même si chaque refus, chaque porte close la fragilisait un peu plus. Elle se sentait jugée, étiquetée, prisonnière d'un passé qu'elle ne parvenait pas à faire oublier. Ulysse tentait de la soutenir, de l'encourager, mais lui aussi sentait la fatigue s'installer. Le déménagement devenait une épreuve physique autant que morale. Dans cette atmosphère chargée, Charlotte continuait de se taire. Elle sentait pourtant que quelque chose en elle était en train de céder. Les nuits étaient de plus en plus agitées, peuplées de cauchemars dont elle se réveillait en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Elle avait parfois l'impression de ne plus se reconnaître, de se perdre elle-même dans ce silence qu'elle avait construit pour survivre. Le danger était toujours là, plus présent que jamais, tapi dans l'ombre de gestes anodins et de mots banals. Et si quelques fissures commençaient à apparaître autour d'elle, elle restait encore trop discrète pour provoquer un véritable réveil. Charlotte, elle, se demandait combien de temps encore elle pourrait tenir avant que tout ne s'effondre. Le week-end s'installa comme une parenthèse trompeuse, une suspension du temps qui, loin d'apaiser Charlotte, accentua au contraire sa sensation d'étouffement. La maison, privée de la présence rassurante de Sohan, résonnait d'un silence trop vaste pour être supportable. Chaque pièce semblait chargée d'une attente lourde, comme si quelque chose devait forcément s'y produire. Charlotte passait d'un espace à l'autre sans but précis, incapable de se poser, incapable aussi de fuir vraiment ce malaise qui la suivait partout. Elle tentait de s'occuper l'esprit, de se convaincre que cette solitude passagère pouvait lui faire du bien. Elle se disait que le calme était une chance, une occasion de reprendre pied. Mais très vite, ce calme se transforma en caisse de résonance pour ses pensées les plus sombres. Sans distraction extérieure, les souvenirs revenaient avec une violence accrue. Elle se surprenait à revivre des scènes entières, à anticiper d'autres moments qu'elle redoutait déjà, comme si son esprit ne lui laissait aucun répit. Son téléphone vibra à plusieurs reprises, et à chaque notification, son corps réagissait avant même qu'elle n'ait le temps de réfléchir. Une crispation, un souffle coupé, cette peur instinctive devenue presque réflexe. Les messages de Sacha arrivaient à intervalles réguliers, jamais agressifs, jamais explicites. De simples questions, des phrases apparemment bienveillantes, mais qui, mises bout à bout, formaient un filet invisible. Charlotte lisait, hésitait, répondait parfois par automatisme, sans vraiment mesurer ce qu'elle écrivait. Elle avait l'impression que ne pas répondre serait pire, que le silence pourrait déclencher quelque chose de plus inquiétant encore. Au fil des heures, cette pression constante la rendait irritable, nerveuse. Elle se sentait prise au piège, incapable de trouver la bonne réaction. Chaque choix semblait mauvais, chaque décision lourde de conséquences. Elle se reprochait son manque de courage, se jugeait sévèrement, persuadée qu'elle aurait dû être plus forte, plus lucide. Cette culpabilité sourde alimentait son isolement, la convainquant un peu plus qu'elle devait affronter tout cela seule. Lorsque le lundi arriva, Charlotte se rendit au lycée avec une appréhension encore plus marquée. Elle avait l'impression que tout son corps résistait à l'idée de franchir ses portes, comme si chaque pas l'éloignait un peu plus d'un hypothétique refuge. Dans la cour, elle évitait les groupes, les conversations animées, préférant se tenir à l'écart. Cette mise à distance, autrefois volontaire, devenait désormais une nécessité vitale. Ève remarqua immédiatement ce changement. Elle trouva Charlotte plus pâle, plus absente encore que les jours précédents. Pendant le cours, la jeune fille peinait à suivre, perdait le fil, restait figée devant son cahier sans écrire une seule ligne. À plusieurs reprises, Ève hésita à l'interpeller, à lui demander si tout allait bien. Mais elle se ravisa, consciente que l'exposer devant les autres pourrait la mettre davantage en difficulté. Elle choisit d'observer, de collecter ces petits indices qui, mis bout à bout, commençaient à dessiner une inquiétante cohérence. À la pause, Charlotte se réfugia aux toilettes, cherchant un endroit où reprendre son souffle. Face au miroir, elle eut du mal à se reconnaître. Son regard était cerné, son visage tiré, comme marqué par une fatigue qui ne se dissipait plus. Elle se passa de l'eau sur le visage, tenta de se redonner contenance, mais cette image fragile persistait. Elle se demanda brièvement si quelqu'un finirait par remarquer à quel point elle allait mal. Cette pensée la traversa comme un éclair, aussitôt suivie d'une autre, plus effrayante encore. Et si personne ne voyait jamais rien? Dans les couloirs, Salomé la croisa et tenta une approche maladroite. Elle lui demanda comment elle allait, si le week-end s'était bien passé. Charlotte répondit par un sourire forcé,
un vague « ça va », si souvent répété qu'il avait fini par perdre toute signification. Salomé sentit bien que quelque chose clochait, mais elle n'osa pas insister. Elle se contenta d'un regard inquiet, puis s'éloigna, laissant Charlotte seule avec ce malaise grandissant. À la sortie des cours, la tension monta d'un cran. Charlotte hésitait à quitter l'établissement, redoutant ce qui l'attendait à l'extérieur. Cette fois encore, Sacha était là. Il semblait apparaître au moment précis où elle se sentait le plus vulnérable, comme s'il pressentait ses failles. Il l'aborda avec une familiarité déconcertante, évoquant son malaise de l'autre jour, feignant une inquiétude sincère. Cette attention apparente troubla Charlotte, la plongeant dans une confusion encore plus profonde. Il lui parla doucement, minimisant ce qui s'était passé, lui suggérant qu'elle se faisait trop de soucis. Ces mots, choisis avec soin, avaient pour effet de brouiller les repères de Charlotte. Elle se surprit à douter d'elle-même, à se demander si elle n'exagérait pas sa propre détresse. Cette remise en question permanente l'épuisait, la rendait encore plus malléable, plus encline à accepter ce qu'elle aurait voulu refuser. Pendant ce temps, dans un autre registre, les tensions entre Janet et Baker atteignaient un nouveau palier. Janet, déterminée, ne revenait pas sur son ultimatum. Elle se sentait à bout, convaincue que cette situation révélait un déséquilibre profond dans leur relation. Elle avait l'impression de porter seule le poids des concessions, tandis que Baker se réfugiait derrière ses principes. Leur dialogue devenait de plus en plus conflictuel, chaque échange laissant derrière lui un peu plus d'amertume. Baker, de son côté, se murait dans le silence. Il se sentait attaqué, incompris, persuadé que Janet cherchait à le forcer à agir contre ses convictions. Cette posture rigide l'isolait peu à peu, le coupant de toute possibilité de compromis. Il avançait sans se rendre compte que ce refus obstiné creusait un fossé de plus en plus difficile à combler. À la galerie, Alix continuait de lutter contre l'adversité, mais la fatigue se lisait désormais sur son visage. Chaque refus la blessait un peu plus, ébranlant sa confiance. Elle tentait de rester forte, de se convaincre que les choses finiraient par s'arranger, mais le doute s'insinuait. Ulysse, inquiet, voyait bien cette fragilité nouvelle, sans savoir comment l'aider autrement qu'en restant à ses côtés. Dans ce climat tendu, Charlotte poursuivait son chemin sur une ligne de crête dangereusement étroite. Les signaux autour d'elle devenaient plus visibles, plus nombreux, mais toujours insuffisants pour provoquer une réaction immédiate. Elle sentait que le silence qu'elle entretenait avait désormais un prix, un coût émotionnel de plus en plus lourd. Et au fond d'elle, une peur nouvelle commençait à naître, celle de ne plus pouvoir faire marche arrière. La semaine s'ouvrit sur une tension presque électrique, perceptible dans l'air même que Charlotte respirait. Chaque matin, elle se levait avec l'impression que quelque chose d'inéluctable approchait, sans pouvoir en définir la nature exacte. Son corps semblait en avance sur son esprit, réagissant par des crispations, des palpitations, des élans de panique soudains. Elle essayait de se convaincre qu'elle tenait encore debout, que tant qu'elle continuait à aller en cours, à répondre quand on lui parlait, tout n'était pas perdu. Mais cette façade devenait chaque jour plus difficile à maintenir. Au lycée, les regards se posaient désormais sur elle avec une insistance nouvelle. Rien de frontal, rien d'ouvertement accusateur, mais une curiosité diffuse, un questionnement muet. Certains professeurs échangeaient quelques mots à voix basse lorsqu'elle quittait une salle plus tôt que prévu, d'autres notaient ses absences répétées, ses retards, ses difficultés à suivre le rythme. Charlotte percevait ces signaux sans vraiment les comprendre, partagée entre la peur d'être démasquée et celle, tout aussi angoissante, de rester invisible. Eve, plus que jamais, se sentait préoccupée. Elle avait relu plusieurs fois ses notes, repensé à chaque interaction avec Charlotte, cherchant ce qui lui échappait. Elle voyait bien que la jeune fille s'enfonçait dans un état de fragilité inquiétant, mais elle manquait encore d'un élément déclencheur, d'un fait concret qui justifierait une démarche plus formelle. Cette attente la mettait mal à l'aise, lui donnant le sentiment d'être spectatrice d'une situation qui lui échappait peu à peu. Salomé, de son côté, se débattait avec une culpabilité croissante. Elle se reprochait de ne pas avoir insisté davantage, de s'être laissée convaincre par les réponses évasives de Charlotte. Elle observait son amie s'isoler, se refermer, et sentait confusément que ce retrait n'était pas anodin. Pourtant, chaque tentative de rapprochement semblait vouée à l'échec, comme si un mur invisible s'était dressé entre elles. À la sortie des cours, Charlotte ressentait une appréhension constante. Elle scrutait les alentours avant de franchir le portail, redoutant la rencontre qui, désormais, semblait presque inévitable. Sacha apparaissait régulièrement, toujours avec ce même calme déroutant, cette assurance tranquille qui contrastait violemment avec le chaos intérieur de Charlotte. Il parlait peu, observait beaucoup,
adaptait son discours à ses réactions, affinant sans cesse son emprise. Il se montrait attentif à ses moindres faiblesses, soulignait subtilement ses doutes, ses hésitations, la persuadant qu'il était le seul à vraiment la comprendre. Cette proximité forcée, déguisée en sollicitude, désarmait Charlotte. Elle se surprenait à attendre ses messages, non par envie, mais par crainte de ce qui pourrait arriver s'il cessait. Cette dépendance insidieuse la terrifiait, mais elle ne parvenait pas à y mettre fin. Un après-midi, alors que la fatigue l'emportait sur la vigilance, Charlotte accepta de le suivre une nouvelle fois, convaincue que refuser aurait des conséquences plus graves encore. Chaque pas la rapprochait d'une situation qu'elle redoutait, mais qu'elle semblait incapable d'éviter. Elle se sentait prisonnière d'un mécanisme qu'elle ne contrôlait plus, comme si sa volonté s'était dissoute sous la pression constante. Dans cet engrenage, son état de santé se dégradait visiblement. Les malaises devenaient plus fréquents, les vertiges plus intenses. Elle mangeait peu, dormait mal, et son corps finissait par traduire ce que son esprit tentait désespérément de cacher. Un jour, en plein cours, elle dut quitter la salle précipitamment, submergée par une nausée soudaine. Ce nouvel incident ne passa pas inaperçu. Les murmures reprirent, plus insistants cette fois. Eve, témoin de la scène, sentit une alarme intérieure se déclencher. Ce n'était plus un simple malaise passager, ni une fatigue ordinaire. Quelque chose clochait profondément, et l'attente devenait insupportable. Elle décida qu'il était temps d'agir, même sans toutes les réponses. Cette décision, prise dans l'urgence, marquait un tournant silencieux mais déterminant. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, les tensions entre Janet et Baker atteignaient un point critique. Janet, épuisée par des semaines de confrontation, ne reconnaissait plus l'homme avec qui elle partageait sa vie. Elle avait le sentiment que Baker s'accrochait à ses projets comme à une bouée, refusant de voir le naufrage émotionnel qui se jouait sous ses yeux. Chaque conversation se transformait en affrontement, chaque silence en reproche implicite. Baker, enfermé dans sa logique, percevait l'ultimatum de Janet comme une attaque personnelle. Il se sentait contraint, menacé dans ce qu'il considérait comme son identité même. Cette incompréhension mutuelle les éloignait irrémédiablement, rendant toute réconciliation de plus en plus hypothétique. Ni l'un ni l'autre ne semblait prêt à faire un pas décisif vers l'apaisement. Alix, quant à elle, continuait de se battre pour son projet, mais la lassitude gagnait du terrain. Les obstacles s'accumulaient, et chaque difficulté semblait confirmer l'idée qu'elle payait encore le prix de ses erreurs passées. Elle refusait pourtant d'abandonner, mue par une obstination presque rageuse. Ce combat permanent la laissait exsangue, mais elle persistait, convaincue que céder serait une forme de défaite irréversible. Dans ce contexte de tensions croisées et de fragilités accumulées, Charlotte approchait dangereusement de son point de rupture. Elle sentait que quelque chose devait changer, sans savoir comment provoquer ce changement. Le silence, autrefois refuge, devenait une prison étroite, prête à se refermer sur elle. Et tandis que les manipulations de Sacha se faisaient plus subtiles, mais aussi plus profondes, les conséquences de cette emprise commençaient à se dessiner, lourdes, irréversibles. L'alerte, jusque-là diffuse, commença à prendre une forme plus précise, presque tangible. Pour Charlotte, chaque journée devenait une traversée périlleuse, une succession d'instants à gérer dans l'urgence, sans jamais pouvoir se projeter au-delà de l'heure suivante. Elle se sentait constamment au bord du vide, comme si le moindre faux pas pouvait la faire basculer définitivement. Son corps, épuisé par des semaines de tension, ne répondait plus comme avant. Les tremblements, les vertiges, cette sensation de faiblesse permanente rendait chaque effort démesuré. Au lycée, l'atmosphère changeait imperceptiblement. Les professeurs échangeaient davantage, s'interrogeaient à voix basse sur l'état de Charlotte. Les incidents répétés, les sorties précipitées de cours, les absences de plus en plus fréquentes ne pouvaient plus être ignorées. Eve, surtout, ne parvenait plus à se contenter d'observer. Elle ressentait une responsabilité croissante, un malaise profond à l'idée de rester passive. Chaque regard que Charlotte évitait, chaque réponse trop rapide, trop lisse, renforçait sa conviction que quelque chose de grave se jouait sous cette façade fragile. Un matin, après un cours particulièrement éprouvant, Eve décida de retenir Charlotte quelques instants. La jeune fille se figea immédiatement, le cœur battant, persuadée qu'on allait lui poser des questions auxquelles elle ne saurait répondre. Eve choisit ses mots avec une prudence extrême, parlant de fatigue, de stress, de la nécessité de prendre soin de soi. Elle n'accusait rien, ne suggérait rien de précis, mais laissait entendre qu'elle voyait, qu'elle sentait le mal-être. Charlotte hocha la tête, murmurant que tout allait bien, que ce n'était rien. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement, trahissant un état intérieur qu'elle peinait à contenir. Cette tentative de dialogue la laissa profondément bouleversée.
Une part d'elle avait espéré, l'espace d'un instant, pouvoir se confier, déposer enfin ce fardeau qu'elle portait seule. Mais la peur prit le dessus. Peur des conséquences, peur de ne pas être crue, peur surtout de ce que Sacha pourrait faire si elle parlait. Alors elle se replia encore un peu plus, persuadée que le silence restait son unique protection. Dehors, Sacha continuait de rôder, patient, méthodique. Il semblait toujours savoir où la trouver, à quel moment apparaître. Sa présence s'imposait comme une évidence malsaine. Il se montrait attentif aux signes de fatigue de Charlotte, feignait l'inquiétude, se posait en soutien discret. Cette posture ambiguë brouillait davantage les repères de la jeune fille, l'enfermant dans une confusion permanente. Elle se demandait parfois si elle n'avait pas exagéré sa peur, si tout cela n'était pas le fruit de son imagination. Cette remise en question constante faisait partie intégrante de l'emprise, et Charlotte en était désormais prisonnière. Chez elle, l'absence de Sohan pesait lourdement. Chaque silence devenait oppressant, chaque bruit inattendu provoquait un sursaut. Charlotte passait de longues heures dans sa chambre, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle se sentait observée, même lorsqu'elle était seule, comme si l'ombre de Sacha s'était installée durablement dans son esprit. Les nuits étaient courtes, hachées, peuplées de réveils en sursaut et de pensées obsédantes. Pendant ce temps, les tensions chez les Baker atteignaient un seuil critique. Janet, à bout, ne cachait plus sa détresse. Elle se sentait seule face à l'entêtement de son mari, persuadée que cette crise dépassait largement la question du local. Pour elle, il s'agissait d'un manque d'écoute, d'un refus de reconnaître ses torts, d'une incapacité à évoluer. Elle redoutait que cette impasse ne signe la fin de leur relation, tout en refusant de céder par peur de se renier elle-même. Baker, de son côté, vivait cette période comme une attaque incessante. Il avait le sentiment que tout s'effondrait autour de lui, que ses certitudes étaient remises en cause de toutes parts. Cette pression le rendait plus rigide encore, plus fermé au dialogue. Il se réfugiait dans le silence, dans l'action, fuyant les confrontations directes, sans réaliser que cette fuite ne faisait qu'aggraver la situation. À la galerie, Alix sentait elle aussi l'étau se resserrer. Les difficultés financières, l'incertitude liée au local, la fatigue accumulée minaient son énergie. Elle avançait par pure obstination, refusant de reconnaître à quel point cette lutte constante la fragilisait. Ulysse, inquiet, tentait de la soutenir, mais lui aussi se sentait démuni face à l'ampleur des obstacles. Dans ce contexte général de tension et de fragilité, Charlotte se rapprochait dangereusement de ses limites. Un nouvel épisode de malaise, plus violent que les précédents, la laissa totalement vidée. Elle comprit alors, avec une clarté effrayante, qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi indéfiniment. Quelque chose devait céder, d'une manière ou d'une autre. Cette prise de conscience, encore confuse, marquait un tournant. Le silence qui l'avait protégée jusqu'ici devenait désormais un danger en soi. Et tandis que les adultes autour d'elle commençaient à percevoir les premiers signes d'alarme, Charlotte se retrouvait face à un choix impossible. Continuer à se taire et risquer de se perdre totalement, ou parler et affronter des conséquences qu'elle n'osait même pas imaginer. Le point de non-retour s'installa sans fracas, sans événement spectaculaire, mais avec une lenteur implacable qui rendait la situation encore plus angoissante. Pour Charlotte, chaque minute semblait désormais suspendue au bord d'un précipice. Elle avançait dans ses journées comme on marche sur une surface fragile, consciente que la moindre pression supplémentaire pouvait tout faire céder. Son corps ne mentait plus. Il envoyait des signaux clairs, presque désespérés, que même son esprit ne parvenait plus à ignorer. Au lycée, cette fragilité devenait enfin perceptible aux yeux des adultes. Les absences répétées de Charlotte, son état de plus en plus préoccupant, ses difficultés à rester concentrée formaient désormais un ensemble trop cohérent pour être mis sur le compte d'une simple fatigue passagère. Eve sentait la responsabilité lui peser sur les épaules. Elle avait tenté la douceur, l'écoute, la patience. À présent, elle comprenait que le temps jouait contre Charlotte, et que l'attente pouvait se transformer en faute. Un matin, Charlotte arriva en retard, le visage fermé, les traits tirés. Elle s'installa à sa place sans un mot, posa son sac à ses pieds et fixa le vide. Pendant le cours, elle ne prit aucune note. Ses mains restaient immobiles sur la table, comme si elle avait renoncé à toute tentative de normalité. Eve observa cette scène avec une inquiétude grandissante. Elle perçut chez Charlotte une forme de détachement dangereux, cette distance intérieure qui précède souvent l'effondrement. À la fin de l'heure, Eve prit une décision qu'elle repoussait depuis trop longtemps. Elle demanda à Charlotte de rester, cette fois sans détour, sans prétexte. La jeune fille sentit immédiatement la panique l'envahir. Son cœur s'emballa, ses pensées se brouillèrent.
Elle chercha une échappatoire, une excuse pour partir, mais aucune ne lui vint. Elle resta là, figée, prisonnière de cet instant qu'elle redoutait. Le face-à-face fut d'une douceur presque douloureuse. Eve ne parla pas d'agression, ni de danger précis. Elle parla d'inquiétude, de signaux alarmants, de cette impression persistante que Charlotte portait quelque chose de trop lourd pour elle seule. Elle expliqua qu'elle ne pouvait plus fermer les yeux, qu'elle avait besoin de comprendre pour pouvoir aider. Ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, fissurèrent la carapace de Charlotte. Les larmes montèrent malgré elle. Elle tenta de les retenir, de garder ce contrôle auquel elle s'accrochait désespérément, mais son corps la trahit une fois de plus. Sa respiration devint irrégulière, sa voix trembla. Pourtant, elle ne dit rien. Pas encore. Le silence s'imposa entre elles, chargé d'une tension insoutenable. Eve n'insista pas davantage. Elle comprit que forcer la parole serait contre-productif. Mais ce silence-là n'était plus le même. Il était désormais reconnu, identifié, et cela changeait tout. Dans les couloirs, la rumeur d'un malaise plus sérieux circulait déjà. Certains élèves avaient remarqué l'état de Charlotte, ses sorties précipitées, ses absences prolongées. Les regards se faisaient plus appuyés, parfois maladroits, parfois compatissants. Charlotte ressentait cette attention nouvelle comme une menace autant que comme un soulagement. Être vue signifiait risquer d'être questionnée, mais rester invisible était devenu impossible. À l'extérieur, Sacha percevait lui aussi ce changement. Charlotte lui semblait plus distante, plus tendue encore que d'habitude. Cette modification de son comportement éveilla chez lui une vigilance accrue. Il multipliait les messages, les apparitions prétendument fortuites, cherchant à reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait progressivement. Ses paroles se firent plus insistantes, sous couvert de préoccupation. Il évoquait le fait que les autres ne pouvaient pas comprendre, que lui seul savait ce qui était bon pour elle. Ces tentatives renforçaient l'angoisse de Charlotte. Elle sentait confusément que quelque chose se déplaçait, que l'équilibre précaire qu'elle avait maintenu jusqu'ici était en train de se rompre. Chaque message de Sacha la mettait davantage sous pression, mais désormais, cette pression entrait en collision avec les doutes d'Eve, avec les regards nouveaux de son entourage. Deux forces opposées tiraient sur elle, la laissant au bord de la rupture. Chez elle, Charlotte passa une soirée entière à tourner en rond dans sa chambre. Elle repensait aux mots d'Eve, à cette inquiétude sincère qui l'avait déstabilisée. Une partie d'elle voulait croire qu'une aide était possible, qu'elle n'était pas condamnée à porter ce fardeau seule. Mais la peur restait omniprésente. Peur de ce qui se passerait si elle parlait. Peur des conséquences, de la réaction des adultes, de la colère éventuelle de Sacha. Pendant ce temps, les tensions chez les Baker n'avaient toujours pas trouvé d'issue. Janet, épuisée émotionnellement, se sentait à bout de force. Elle avait le sentiment que tout ce qu'elle tentait pour sauver son couple se heurtait à un mur. Baker, de plus en plus renfermé, s'isolait dans une rigidité qui le coupait de toute remise en question. Cette impasse renforçait l'atmosphère générale de crise, où chacun semblait avancer sans vraiment écouter l'autre. Alix, de son côté, continuait de lutter, mais la fatigue la rattrapait elle aussi. Elle sentait que la moindre aide extérieure pouvait faire la différence, mais cette aide tardait à venir. Les échecs successifs la fragilisaient, lui donnant parfois l'impression de se battre contre une fatalité. Dans ce contexte tendu, Charlotte se trouvait à un carrefour décisif. Les adultes commençaient enfin à ouvrir les yeux, à percevoir la gravité de son état. Mais cette prise de conscience arrivait à un moment critique, où le danger ne pouvait plus être ignoré. Charlotte le sentait confusément. Si elle continuait à se taire, les conséquences pourraient être irréparables. Et pourtant, parler restait l'épreuve la plus effrayante qu'elle ait jamais envisagée. Le point de non-retour était atteint. La question n'était plus de savoir si quelque chose allait se produire, mais quand, et à quel prix. Le basculement ne se produisit pas dans un cri, ni dans un geste spectaculaire. Il arriva dans un instant suspendu, presque imperceptible, lorsque Charlotte comprit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi sans se perdre définitivement. Cette certitude s'imposa à elle avec une brutalité froide, comme une vérité longtemps repoussée qui, soudain, refusait de se taire. Elle se leva ce matin-là avec un poids différent sur la poitrine. La peur était toujours là, intacte, mais quelque chose s'y mêlait désormais, une lassitude profonde, une fatigue d'avoir survécu trop longtemps en apnée. Au lycée, l'atmosphère semblait étrangement figée. Les couloirs lui parurent plus étroits, les voix plus lointaines. Charlotte avançait lentement, consciente de chaque pas, de chaque regard posé sur elle. Elle sentait que les choses avaient changé. Elle n'était plus seulement cette élève discrète, fragile, qui faisait parfois des malaises. Elle était devenue un sujet d'inquiétude, presque malgré elle. Cette visibilité nouvelle la terrifiait autant qu'elle la soulageait.
Être vue signifiait que le silence ne serait peut-être plus possible. Eve l'observait avec une attention redoublée. Elle n'attendait plus un signe spectaculaire, plus une preuve irréfutable. Elle avait compris que l'essentiel se jouait ailleurs, dans ces détails que l'on choisit trop souvent d'ignorer. Lorsque Charlotte quitta une nouvelle fois la salle de cours, le visage fermé, Eve sut que le temps des hésitations était terminé. Elle la suivit, non pour la confronter brutalement, mais pour être là, simplement, au moment où tout pouvait basculer. Dans un couloir désert, Charlotte s'arrêta net. Son souffle se coupa, ses jambes fléchirent. Elle s'appuya contre le mur, les yeux perdus dans le vide. Eve s'approcha doucement, sans un mot. Cette présence silencieuse fut suffisante pour fissurer ce qui restait de la carapace de Charlotte. Les larmes jaillirent, incontrôlables, libérées après des semaines de retenue. Ce n'était pas encore une confession, pas encore des mots précis, mais c'était la première brèche réelle dans ce mur de silence. Charlotte murmura qu'elle n'y arrivait plus, que tout était trop lourd. Sa voix tremblait, chaque syllabe semblant lui coûter un effort immense. Eve ne chercha pas à en savoir plus immédiatement. Elle comprit que l'urgence était ailleurs, il fallait d'abord protéger, stabiliser, empêcher que la situation ne s'aggrave davantage. Cette prise de conscience déclencha une série de décisions qui, jusque-là, avaient été repoussées. Pendant ce temps, Sacha, sentant que quelque chose lui échappait définitivement, intensifia ses tentatives de contrôle. Ses messages devinrent plus pressants, plus intrusifs, dissimulant mal une inquiétude nouvelle. Il cherchait à réaffirmer son emprise, à rappeler à Charlotte qu'elle lui appartenait encore, que personne d'autre ne pouvait comprendre ce qu'elle vivait. Mais cette fois, ces mots n'eurent pas l'effet escompté. Charlotte les lut sans répondre, le cœur battant, consciente que ce silence-là était différent. Ce n'était plus une soumission, mais une résistance fragile, encore hésitante, mais réelle. À la maison, l'absence de Sohan prenait une dimension nouvelle. Lorsqu'il apprit l'état préoccupant de sa fille, la culpabilité le frappa de plein fouet. Il se remémora chaque conversation banale, chaque « ça va » accepté sans insister, chaque signe qu'il n'avait pas su voir. Cette prise de conscience tardive l'ébranla profondément. Il comprit que son aveuglement, aussi involontaire fût-il, avait contribué à isoler Charlotte davantage. Dans le même temps, les tensions chez les Baker atteignaient leur paroxysme. Janet, déjà fragilisée par l'ultimatum qu'elle avait posé, ressentit confusément que la situation de Charlotte faisait écho à ses propres combats, celui de ne plus accepter le déni, de refuser les silences qui détruisent lentement. Baker, confronté à l'ampleur des conséquences de ses choix, commença à percevoir le coût humain de son entêtement. Les certitudes sur lesquelles il s'était appuyé vacillaient, laissant place à un doute inconfortable mais nécessaire. Alix, de son côté, continuait de lutter pour sauver son projet, sans savoir que les décisions prises autour d'elle pourraient bientôt changer la donne. Elle avançait à tâtons, épuisée mais toujours debout, incarnant à sa manière cette même obstination à ne pas disparaître malgré les obstacles. Pour Charlotte, le moment décisif arriva dans un instant de solitude, assise sur son lit, le téléphone posé à côté d'elle. Elle regarda l'écran longtemps, hésitant entre effacer les messages de Sacha ou les conserver comme une preuve de ce qu'elle vivait. Ce geste, en apparence anodin, symbolisait tout ce qu'elle avait à perdre et à gagner. Finalement, elle posa le téléphone, ferma les yeux et inspira profondément. Pour la première fois, elle envisagea sérieusement l'idée de parler, non pas pour accuser, mais pour survivre. Le silence qui l'avait protégée jusque-là s'était transformé en piège. Elle le comprenait désormais avec une clarté douloureuse. Parler ne signifiait pas seulement affronter la peur, c'était aussi accepter de ne plus être seule face à ce qu'elle traversait. Cette perspective restait terrifiante, mais elle portait en elle une promesse fragile, celle d'une issue possible. Rien n'était encore réglé. Les conséquences de cette emprise, de ces semaines d'angoisse et de déni, allaient se faire sentir longtemps. Mais une chose avait changé de manière irréversible, Charlotte n'était plus invisible. Les regards commençaient à s'ouvrir, les silences à se fissurer. Et même si le chemin vers la reconstruction s'annonçait long et incertain, le cauchemar silencieux ne pouvait plus continuer dans l'ombre.